remercier les co-organisateurs de cette conférence virtuelle qui mobilise du beau monde à travers la planète. Le gouvernement légitime du Togo, représenté par son président Guillaume Kodjo, l'ONS, l'Organisation néo-panafricaine de souveraineté, représentée par son président Mabadi, mais aussi remercier l'ensemble des internautes qui ont aménagé leur emploi du temps, chacun pour sa part, pour consacrer justement une partie de leur temps au suivi de cette conférence. Une conférence dont le processus d'enfantement de l'âme de ces travaux est largement entamé avec les différentes interventions. Nous allons continuer, nous, à apporter notre part d'eau au moulin pour que justement nous produisions encore et encore des leviers visant à cette renaissance africaine avec un champ lexical simplement différent, mais dans la même visée. Et pour ceux qui me concernent, sous le prisme de l'éthique, comme le disait tout à l'heure Prince. Je vais commencer par un avant-propos. Apporter notre contribution à l'éveil des consciences et à la lutte contre l'obscurantisme est la toile de fond de ces moments de partage et d'échange qui visent, in fine, à permettre à l'Afrique de reprendre la main dans son rôle d'antan de locomotive de l'humanité. Certains ont parlé même de sève nourricière du monde, et ce n'est pas faux. Une vision couchée noir sur blanc dans la charte des valeurs de l'Organisation néo-panafricaine de souveraineté, l'ONS, dont l'article 5 nous invite, je cite, à être des acteurs de notre souveraineté et de la transformation de l'Afrique en un pôle géopolitique et géoéconomique majeur. Fin de citation. Déjà une citation, enfin pas une citation, mais une disposition déjà évoquée par certains de mes prédécesseurs. Et comme seules les âmes éclairées et préalablement construites peuvent à leur tour servir de phare de l'humanité et s'autoriser une posture de bâtisseur des nouveaux standards d'une humanité digne d'envie, nous optons donc pour l'ouverture au savoir à travers cette conférence virtuelle et publique en vue d'opposer à l'ordre ancien qui tire l'humanité vers sa perte des repères éthiques nécessaires à la construction d'une Afrique libre et prospère et partant des mondes qui placent l'homme au cœur du processus de développement. Sur cette autre préoccupation, les dispositions premières de la charte des valeurs de l'ONS n'est pas avare d'orientation, plus qu'elle invite l'élite et les peuples africains à l'unisson à être des bâtisseurs d'une nouvelle Afrique dont le rayonnement devrait surpasser de loin l'héritage subliminal de la civilisation négro-africaine de l'Égypte antique. C'était là pour mon propos liminaire. Maintenant, nous allons essayer d'apporter une définition au cœur de mon intervention, du moins le cœur de l'intervention, c'est l'éthique. Et sur ce, je dis, il est primordial, naturellement, en amont de notre discussion, de donner un visage à la notion au cœur de ces échanges, c'est-à-dire l'éthique, en vue de baliser la voie sur laquelle nous allons cheminer dans les minutes qui suivent, du moins sous le sous-thème en rapport avec l'éthique, valeur cardinale dans le processus de renaissance africaine. Pour ce qui me concerne, j'ai défini l'éthique comme une valeur ou des garde-fous qui nous permettent d'éviter de basculer dans des comportements, dans des déviances comportementales qui peuvent être d'ordre sociétal, culturel ou politique, etc., bien sûr. L'éthique est donc pour moi ce gendarme moral enfoui en chacun de nous et qui sonne le tocsin quand nous nous approchons d'un danger ou d'une menace susceptible de porter atteinte à nos valeurs morales, à nos engagements et obligations allant dans le sens de la probité. Parce que tous les engagements et obligations ne rentrent pas dans le sens de la probité. On peut avoir des engagements et des obligations qui desservent la société et menacent le vivre ensemble. Donc, il faudrait bien que ces engagements et valeurs aillent dans le sens de la probité pour respecter la notion d'éthique. Bon, à part ce que je pensais de l'éthique, j'ai également essayé de chercher vers des sources autorisées. Parmi ces sources, je me suis rapproché du moteur de recherche Google qui définit l'éthique comme la science de la morale ou l'ensemble des concepts qui intègrent les critères moraux dans leur fonctionnement.
Et ce moteur de recherche contextualise l'éthique dans plusieurs domaines, l'éthique politique, l'éthique médicale, l'éthique économique, l'éthique sportive, etc., culturelle, selon que l'on s'intéresse à un angle de vie bien précis. Donc, à l'aune de cette mosaïque d'explications, ma définition, mon regard personnel sur l'éthique, c'est que le moteur Google renvoie. Nous pouvons nous permettre de résumer l'éthique comme bien vivre, bien agir, j'allais dire, vis-à-vis de soi, bien agir vis-à-vis de l'autre, bien agir vis-à-vis de la société et par extension, bien agir vis-à-vis de Dieu. Et sur ce dernier aspect, bien agir vis-à-vis de Dieu, j'ai envie de dire que l'article 3 de la Charte des valeurs de l'OMS, qu'elle campe en principe organisationnel universel fondé sur les lois de l'équilibre, source de beauté et de grandeur de la civilisation négro-africaine de l'Égypte antique. Et mon prédécesseur conférencier a bien évoqué également cette notion, parlant justement des dispositions de la Charte des valeurs de l'OMS. Maintenant, éthique et absence d'éthique, avantages et inconvénients. Donc, après avoir brossé des regards, des angles de définition de l'éthique, on va essayer de comprendre pourquoi l'éthique est-elle importante dans la société et quels peuvent être les dangers de vivre sans la valeur qu'on appelle l'éthique. Donc, j'allais dire, cerner les bienfaits et les conséquences fâcheuses qui peuvent en découler du fait d'être ou de ne pas être un homme ou une femme d'éthique, nous choisissons de prendre des illustrations de vie pratique à portée de main. Ces illustrations n'engagent que moi et je les prends justement pour illustrer les conséquences sur une société quand l'éthique a foutu le camp et les avantages également d'une société dont les hommes et les femmes sont porteurs d'éthique. J'ai pris 3 exemples au plan sociétal, au plan politique et au plan économique, donc pour les avantages et les inconvénients. Je vais commencer par les conséquences fâcheuses d'absence d'éthique. Au plan sociétal, je veux prendre l'exemple d'un enseignant qui verse dans ce que l'on caricature de notes sexuellement transmissibles. Je parle de caricature parce que ça ne se transmet pas sexuellement, les notes. Et suivez mon regard. Donc, cet enseignant qui pratique les notes sexuellement transmissibles brille par une absence d'éthique de l'éducation qui compromet le sens des valeurs, du travail, de la probité chez la future élite. Et oui, quand quelqu'un a commencé à prendre des raccourcis intellectuels très jeunes, naturellement, il perd le goût de l'effort, il perd le sens du sacrifice et il perd le sens de l'engagement. C'est donc une future élite compromise avant l'heure. Comme on dit souvent, c'est tuer l'élite dans l'œuf. Au plan politique, je parlerai d'un chef d'État qui manque d'éthique politique. Ce dernier est prêt à brader la souveraineté de son pays. Ah oui, on a bien parlé de souveraineté tout au long des conférences précédentes, des interventions précédentes. Donc, il est prêt à brader la souveraineté de son pays en s'attirant tout en but la coterie des puissances impérialistes pour s'accrocher au pouvoir et compromettre ainsi l'avenir de son pays au nom des intérêts nombrilistes, égoïstes, des intérêts qui sont le plus souvent dictés par ses maîtres à penser, puisque c'est des lobbies qui imposent ces chefs d'État à la tête de nos pays. Résultat des courses, ce sont des petits coursiers le plus souvent, puisque nous sommes en Afrique centrale, à la tête, des petits coursiers de l'Élysée à la tête de nos États qui viennent obéir au doigt et à l'œil aux instructions de leur maître à penser. Et je voulais illustrer cette caricature politique par 2 chefs d'État pour prendre des illustrations pratiques, et ça m'engage et je l'assume. Je voulais d'abord parler d'un chef d'État à un CV brillant. Sur le papier, Alassane Dramane Ouattara est un président brillant, du moins quand on regarde le CV, président de Côte d'Ivoire, mais qui à la pratique, et tout le monde peut le constater, le cas de la crise au Niger est l'une des dernières illustrations en date. Ouattara
a pris la locomotive des pourfendeurs du peuple nigérien, décidé à s'affranchir du jour impérialisme de la France, qui pille ses richesses. On a vu des chefs d'État comme ça prendre parti pour Paris, qui ose réunir son Macron, qui ose réunir son conseil militaire pour un pays dont il n'est ni citoyen, ni, je ne sais pas, il n'est pas le roi du Niger, il n'est pas le président du Niger, il n'est pas citoyen du Niger, et il mobilise son état-major militaire pour décider de ce qu'ils doivent. La France doit décider du sort du Niger, parce que l'armée a décidé de prendre ses responsabilités avec la complicité du peuple, de s'affranchir de l'impérialisme français. Ouattara a pris la locomotive des chefs d'État, du syndicat des chefs d'État, la Solde de Paris, qui ont osé contrecarrer cette volonté de s'affranchir d'un impérialisme puant de la France. Et malgré son CV, voici quelqu'un comme ça qui sert de petit coursier de Paris à la tête de la Côte d'Ivoire et qui veut jouer un rôle de nègre de salon avec une régence dans la sous-région Afrique de l'Ouest particulièrement. Et c'est regrettable. C'est regrettable. Mais il n'y a pas que des chefs d'État brillants pour se prêter à ces jeux qui desservent les intérêts de l'Afrique. Je vais prendre un autre chef d'État, cette fois-ci un obscur personnage. Obscur personnage, je parle cette fois du chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, qui agit bien en nègre de salon à la solde de l'Élysée et qui ne fait pas honneur à l'élite africaine dans la gouvernance politique de son pays. Ce n'est pas une caricature. Heureusement que je suis gabonais, on ne dira pas. Les cas sont légion, hein. Il n'y a pas qu'Ali Bongo. Hein. Au Togo, c'est la même chose. Mais je veux m'attarder à Ali Bongo parce que c'est le Gabon, je suis gabonais et je m'attarde là. Ce type ne fait pas honneur. Pourquoi? Premièrement, parce que c'est un roi fainéant, comment dire ça, quelqu'un qui fait profession de déni de démocratie permanent au Gabon. Il est arrivé 2 fois au Gabon, à la tête de l'État en 2009 et en 2016 par des coups d'État électoraux. Et ça fait 14 ans de règne marqué par une gabégie sans pareil, par des crimes économiques qui ont pour nid la présidence de la République et le gouvernement, pour ne citer que cela, pour ne pas parler de la haute administration. Donc, son cabinet est impliqué dans les crimes économiques qui paupérisent les masses et qui créent un environnement socio-économique délétère, menaçant la paix sociale dans le pays. C'est triste que des gens continuent à jeter en pâture des États parce qu'ils veulent plaire aux maîtres colons et qu'ils veulent profiter, eux et leur petit clan au pouvoir, de toutes les richesses dont dispose un État. C'est regrettable. Voici 2 cas comme ça pris pour la faillite politique et l'absence d'éthique politique sur le continent, dont les Africains se seraient donc rendus coupables, responsables et complices des puissances impérialistes qui sont justement en amont de ces processus. Et comme on parle de démocratie et souveraineté, je veux dire, bon, au Gabon, nous sommes officiellement en régime peut-être pas démocratique, puisqu'en démocratie, on ne tue pas ses citoyens pour arriver au pouvoir, comme Ali Bongo l'a fait en 2016 et 2009. On ne vole pas les élections pour être chef de l'État. C'est une honte. C'est une absence de probité politique et morale. Ce n'est pas seulement l'absence d'éthique politique en ce moment, c'est même une absence d'éthique sociétale. Parce que feront les jeunes? Que diront-on à quelqu'un qui triche pour avoir le BEPC quand le président vole pour être chef de l'État? Ouattara, c'est la même chose. Bon, je vais m'arrêter à ces 2 chefs d'État pour boucler le chapitre d'absence d'éthique, les incidences de l'absence d'éthique politique. Je vais essayer de parler de l'absence d'éthique dans le domaine économique d'un État. Bon, une personnalité élevée en responsabilité dans la gestion des deniers publics et qui se permet de confondre, par exemple, les caisses de l'État à sa poche, brille par une absence d'éthique économique. Et là, justement, je l'ai dit, il entrave les principes de règles qui encadrent la comptabilité publique. La comptabilité publique est encadrée. Maintenant, quand on verse dans les crimes économiques, dans les détournements astronomiques des fonds publics, on brille par une absence éthique.
Voici quelques incidences fâcheuses qui peuvent entraîner la société vers une déroute parce que simplement les gens manquent d'éthique. Maintenant, je veux parler des bienfaits de l'éthique. Quand les gens sont porteurs d'éthique, comment la société peut bien se porter? Je veux garder les trois types d'exemples en les reproduisant cette fois-ci sur le côté bienfaiteur de l'éthique. Un enseignant qui veille à la qualité des cours dispensés en vue de construire qualitativement l'enseigné pour en faire un futur adulte responsable et conscient des véritables enjeux de développement dans son milieu immédiat et dans le monde qui l'entoure, fait montre cet enseignant de salubrité morale et donc d'éthique éducative et citoyenne. Maintenant, au plan politique, un chef d'État qui place la défense de la souveraineté au cœur de son engagement politique est moralement disposé à affranchir son pays du joug des puissances impérialistes et émarger dans le don de soi. Le don de soi, il faut le préciser, qui est le niveau suprême de l'éthique en politique. Le don de soi. Deux exemples de don de soi, j'ai envie de citer comme ça, Nelson Mandela, qui a fait 27 ans de prison donc, pour délit d'opinion, alors qu'il aurait pu, comme bien d'autres, avoir une sortie négociée bien avant et renoncer à ses engagements, à ses convictions. C'est ce qu'on lui demandait pour sortir plus tôt. Il a refusé. 27 ans de sa vie sacrifiée. C'est les principes, ce sont des valeurs de don de soi. C'est le côté suprême de l'éthique en politique. Mais il n'y a pas que des morts qui l'ont fait. Ils sont plusieurs vivants à l'avoir fait et à continuer à le faire. Et pour illustrer les vivants, je vais citer un seul. Je suis admiratif de l'engagement sacrificiel d'Ousmane Sonko, qui est actuellement injustement privé de liberté parce que placé justement dans le viseur de la France-Afrique pour délit de faciès. Il est privé justement, plus qu'il est privé, il est en milieu privatif de liberté pour des raisons justement pour harcèlement politique. Donc, il est privé de sa capacité à se présenter candidat à la présidentielle de l'année prochaine. Pourquoi? Parce qu'il ne garantit pas les intérêts de la France-Afrique. Il prend le courage de dire qu'il défendra la souveraineté du Sénégal. Ça veut dire qu'il se détachera des boulets france-africains qui s'autorisent à régenter l'économie de son pays. Et pour avoir dit ça, la France-Afrique a déroulé ses nègres de salon, a caporalisé la justice sénégalaise, a marionnettisé l'élite politique en tête desquelles Macky Sall pour que Sonko soit disqualifié de ses droits civiques et politiques. Bon, notons que le patriotisme, pour le cas d'Ousmane Sonko, comme cité et Nelson Mandela par rapport au don de soi, je veux dire, notons que le patriotisme, l'altruisme et l'amour de l'Afrique sont les principaux ferments de leur engagement sacrificiel. Ils ne le font pas parce que non, ils le font par altruisme. Ils pensent à leurs concitoyens. Ils se disent, non, je ne peux pas arriver moi demain à la tête du pays en ne pensant qu'à mon petit clan, à ma petite famille, à mes petits amis et copains. L'altruisme, ils se donnent pour les autres. L'amour de l'Afrique et le patriotisme parce qu'ils aiment leur pays constituent justement ces ferments d'engagement et de don de soi. Je vais passer au troisième exemple, toujours au plan économique, parce que j'ai dit sociétal, politique et économique, maintenant dans le bon sens des porteurs d'éthique. Un dirigeant dont la gouvernance économique est assise sur la redistribution du fruit de la croissance par le développement des infrastructures de base et des services en vue naturellement de l'amélioration des conditions de vie de ses compatriotes. Ce dernier met ainsi l'argent public au service de l'homme, qui est la première richesse qui puisse exister sur la terre. Oui, l'homme. Tout programme politique qui ne place pas l'homme au centre de son action est dépourvu d'humanité et donc de raison d'être. Et oui, le cœur de l'engagement, le cœur de la renaissance africaine,
le cœur de la souveraineté africaine, c'est mettre l'homme au cœur du processus de développement, l'homme au cœur de la redistribution des fruits de la croissance, l'homme au cœur de la projection de l'Afrique que nous voulons pour demain, l'homme. Quand on a déplacé le cheveu, on a déplacé les cartes en pensant à nous ou à nous mettre à penser qui nous maintiendrait, nous, dans des troisièmes mandats ou des processus de dynamitation, de limitation de mandat, parce que grâce à eux, on va continuer à piller les ressources, à paupériser nos peuples, etc. C'est-à-dire que l'homme n'est pas au cœur de notre engagement politique. Et là, justement, l'absence d'éthique est pour beaucoup dans ces déviances comportementales. Après avoir donc défini l'éthique, brossé ces exemples d'incidences fâcheuses ou bienfaitrices, d'absence ou pas d'absence d'éthique, je veux tendre vers ma conclusion par rapport à tout ce que j'ai pu avancer, pour dire que ma communication et la somme des communications qui m'ont précédé nous renseignent que la Renaissance africaine à laquelle nous aspirons a pour cœur de métier la reconquête de notre souveraineté, notre indépendance économique et monétaire, notre capacité à choisir nos dirigeants et à façonner sans influence extérieure notre destin. Elle ne peut être envisagée à minima en dehors des valeurs cardinales dans lesquelles, j'allais dire, l'éthique joue un rôle d'épine dorsale. Mais pour engager cette renaissance africaine, il n'y a pas que l'éthique. L'éthique joue un rôle d'épine dorsale. D'autres valeurs et qualités humaines sont aussi importantes qu'indispensables, à l'instar de la crainte de Dieu et l'amour du prochain. Des aptitudes intellectuelles certaines et une valeur intrinsèque solide pour faire échec à l'illettrisme ambiant qui gangrène nos sociétés. Ces qualités et ces valeurs sont aussi bien utiles pour davantage renforcer l'éclat de la vertu qu'est l'éthique. Le courage est une qualité non négociable sur ce chantier dans lequel le rapport de force est la principale monnaie d'échange. Et oui, il faut du courage. Il faut de l'audace pour oser accepter de sortir de sa zone de confort au nom des intérêts de son pays et de sa communauté. Il faut du courage. Parce qu'en face, il n'y a pas que des saints. En face, il y a des personnes qui décident, de vous faire la guerre parce que vous avez dit, moi, je prends le courage de tirer mon peuple par le haut, de lutter contre l'obscurantisme et d'affranchir mon peuple de ce joug dont vous êtes les principaux auteurs. Eux, ils ne croisent pas les bras. Ils vous feront la guerre et c'est de bonne guerre. Donc, il faut avoir du courage pour décider d'embrasser ce genre d'initiative politique. Donc, je dis, le courage est une qualité non négociable sur ce chantier dans lequel le rapport de force est la principale monnaie d'échange. Par-dessus tout, les candidats au rôle d'ouvriers au chantier de la Renaissance africaine doivent aimer l'Afrique plus que leur propre vie pour espérer parvenir à la dimension du don de soi. C'est pas si aisé, hein, le don de soi. C'est peut-être facile à prononcer. En politique, ce qui est facile, c'est donner. Tout le monde peut donner, mais tout le monde ne peut pas se donner. Le don de soi, la dimension de se donner. Tout le monde peut donner de sa connaissance intellectuelle, tout le monde peut donner de sa voiture, tout le monde peut donner d'une partie de ses finances, mais tout le monde ne peut pas se donner pour une cause, pour la cause des autres, pour la cause du pays, pour la cause des intérêts supérieurs de la nation. Il faut du courage pour parvenir à se donner. Donc, je disais le don de soi. Dans ce élan d'impérieuse nécessité de don de soi,
l'écrivain sénégalais Sembène Ousmane, dans son livre « Les bouts de bois de Dieu », exhorte les porteurs d'ambition en ces termes, je cite, « Lorsqu'on sait que la vie et le courage des autres dépendent de notre vie et de notre courage, on n'a plus le droit d'avoir peur, même lorsqu'on a très peur. » Conseil d'Ousmane Sembène Ousmane dans Les bouts de bois de Dieu. Le professeur et écrivain américain Dale Carnegie, pionnier dans le leadership et le développement personnel, nous enseigne, je cite, « Lorsqu'on veut porter la casquette de commandant, la personnalité et l'aptitude à exprimer sont plus importantes que la connaissance des verbes latins. » Mais là, ça peut un peu illustrer le cas Ouattara, quelqu'un qui a un CV raisonnable et qui, à première vue, ferait un bon dirigeant, se retrouvait un piètre politique. Peut-être dans le domaine de l'économie, il est bon, hein, je ne veux pas me prononcer là-dessus, mais politiquement, je peux apprécier, c'est un piètre politique. Le fait de servir l'intérêt du maître colon au détriment de son peuple, et c'est un piètre politique. Il arrive au pouvoir par un coup d'État aidé par l'armée, porté à bout de bras par l'armée française. Il est acteur d'un troisième mandat en violant les principes constitutionnels, peut-être même qu'il va s'en tirer vers un troisième et quatrième. C'est un piètre politique qui préfère les intérêts nombrilistes aux intérêts souverains de la Côte d'Ivoire. Ça m'engage et je l'assume à ciel ouvert. À la pratique de ce que je vois et de ce que tout le monde voit. J'étais journaliste à Africa quand l'armée française est venue déloger Laurent Gbagbo excusez-moi de permettre de le faire, en Côte d'Ivoire, justement à l'issue de 10 ans de guerre civile, entretenue par la France, 10 ans de guerre civile entretenue par la France. Je vois comment les militaires rentrent, ils cassent le bunker de Laurent Gbagbo qui était nettoyé à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, ils prennent Laurent Gbagbo, bref, etc. Moi, je faisais le journal dans les minutes qui suivent. Je prends mon journal, je prends mes responsabilités parce que, heureusement que ça s'est passé devant toute la rédaction. Je titre « L'armée française vient de déloger Laurent Gbagbo dans sa résidence privée ». Je reçois le coup de fil de mon directeur général, enfin il me dit, le palais et le ministère de la Communication ont appelé, ils m'ont dit de revoir le titre que tu as fait, parce que je passe au prochain journal, on n'est pas d'accord avec ça, tu ne peux pas oser dire ça, tu n'as pas de preuves. J'ai dit, mais j'ai des preuves, ce n'est pas une invention. Ça s'est fait sous mes yeux et sous les yeux de toute la rédaction. C'était en direct, malheureusement. Ils ont voulu faire du buzz en filmant comment ils allaient déloger le Gbagbo, mais ils ne se rendaient pas compte qu'ils commettaient une erreur grave. Ils ont coupé le direct après avoir tenu Gbagbo comme un vulgaire délinquant, alors que ce sont eux les délinquants. Et ils ont remis Gbagbo aux mains des rebelles pour faire croire à l'opinion et à l'histoire qu'ils ont écrit eux-mêmes que ce sont les rebelles qui ont délogé Laurent Gbagbo dans sa résidence privée. C'est l'armée française, et je le dis ici. Je l'ai vu avec tous les autres, on l'a vu, le film est là. Ils n'ont coupé le signal qu'après avoir remis Gbagbo aux rebelles. Et dans l'histoire qu'ils écrivent dans leurs journaux, dans la presse française, ce qu'ils racontent dans leur Radio France d'intoxication, c'est que c'est les rebelles ivoiriens qui sont allés déloger le Gbagbo. C'est l'armée française. Ça a été vu au su de tout le monde. Je me suis refusé, je suis reparti dire que l'armée française, à ma prochaine édition d'information, a délogé Laurent Gbagbo, une armée étrangère qui vient déloger un chef d'État en fonction parce qu'ils veulent installer un valet. Et le valet s'appelle Alassane Dramane Ouattara, piètre politique. Voilà, je parlais de l'incidence de tout ça. Vous parlez un peu que la personnalité et l'aptitude à exprimer sont plus importantes que la connaissance des verbes latins. Ça s'appelle de l'illettrisme. Ils sont pleins comme ça, ils sont pleins de CV normal et comme des tarés comme les Fornia Simbe et Ali Bongo. Ce n'est pas de la caricature. Leurs pratiques sont dénonçables. Leurs pratiques desserrent l'Afrique. Et nous devions, nous, nouvelle génération, nous avons la responsabilité de marcher à la suite de nos pères pour mettre un terme à cette Afrique des comptoirs et des hommes liges. C'est fini ça. Nous nous battrons
Nous donnerons tout ce qu'il faut pour que ça s'arrête. Et si nous n'avons pas les moyens d'arrêter ça, les gens prendront le relais, mais nous avons l'obligation à minima de maintenir la flamme allumée jusqu'à la victoire finale. Donc, dans cette conclusion, transpire de mon point de vue l'ossature centrale des qualités morales et spirituelles dont doivent se draper ceux qui ambitionnent légitimement de s'inviter dans cet exaltant chantier de renaissance africaine, parsemé d'embûches et qui, loin d'être un café instantané, se construit pierre après pierre, parfois dans la douleur, les larmes et le sang. Point de renaissance africaine sans probité morale et sans justice sociale, sans sacrifice, disons, sans prix à payer. Je vous remercie.